Salut la team, j'ai vu les 2 premiers épisodes du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, et comme d'habitude, je vous fais une vidéo sur mon avis et ma réaction, et aussi quelques explications, et on commence dès maintenant cette vidéo, et n'oubliez pas de liker et commenter, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 4500 sur la chaîne, oui, plus de 4500, c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo. Une chose est sûre, et on va pas se mentir, on est chanceux de ouf de pouvoir commencer la semaine avec House of the Dragon sur HBO et finir celle-ci avec Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir sur Prime Video. La série est dirigée par J.A. Bayona et sérieusement, le gars a fait du très bon boulot car c'est somptueux. Les effets spéciaux et la cinématographie sont de haute qualité, mais bon, il y avait un gros budget donc encore heureux d'avoir ce rendu. Les 2 premiers épisodes de la série sont très prometteurs une fois que l'histoire commence à prendre forme, même si cela est un petit peu long. Il y a énormément de personnages suffisamment convaincants à la fin du 2e épisode, et la tension dans l'intrigue monte et le cliffhanger nous donne envie d'en voir plus. Situés des milliers d'années avant Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, les Anneaux de pouvoir de Tolkien, qui s'inspirent beaucoup des nouvelles ou annexes de celui-ci, reviennent sur la Terre du Milieu au cours du Second Âge, en nous expliquant vite fait le Premier Âge au début du premier épisode. Et après avoir vu son frère mourir et après des années de combat et de recherche des orques et des personnes qu'ils servent, Galadriel retourne auprès des siens et le haut roi Gil-galad déclare la paix. Cependant, Galadriel n'est pas convaincu que la racine du mal est vraiment partie et vaincue, en particulier avec la réapparition des orques, alors que l'obscurité plane sur la Terre du Milieu et menace son peuple, les elfes, les nains, les hommes, qui entretiennent une relation tendue avec les elfes, et beaucoup d'autres doivent travailler ensemble pour voir s'ils ont une chance de survivre à l'obscurité qui les attend. L'une des choses qui revient le plus dans ce début d'aventure est sûrement le thème de la paix et la façon dont les gens y font face. Des guerriers comme Galadriel et Arondir, qui se battent depuis des années, ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes une fois la paix déclarée. Où vont-ils aller? Quel est le but de leur vie si ce n'est pour combattre le mal qui a émergé en Terre du Milieu? Arondir semble le plus perdu des deux. Il y a de l'espoir qu'il puisse enfin avoir une vie en dehors d'être soldat, même s'il ne sait pas exactement par où commencer. Galadriel, elle, ne voit que la vengeance, son seul objectif de détruire un terrible mal dont elle sait qu'il n'a pas encore été vraiment vaincu et enfin venger son frère. De plus, les 2 premiers épisodes explorent un peu la tension qui mijote entre les humains et les elfes, qui ne pensent pas bien les uns aux autres en raison de leur histoire, et c'est franchement bien emmené et ça choque même un peu. Cette tension permet de faire avancer l'intrigue tout en rendant certaines dynamiques plus efficaces et ça coupe vraiment avec ce qu'on a déjà vu. Comme je disais un peu plus tôt, ça prend du temps au démarrage, mais quand ça commence, les pièces du puzzle se rejoignent rapidement et se mettent en place. Le 2e épisode de la saison 1 est meilleur que le premier, mais pour sa défense, il se concentre principalement sur l'introduction des différents personnages, des tensions et de l'obscurité qui s'est abattue sur la Terre du Milieu. L'épisode 2 ouvre l'éventail pour développer chacun des personnages qui commencent à devenir plus stratifiés et intéressants. Arondir et Bronwyn sont également intéressants à suivre et leur romance interdite est facilement l'un des AP les plus intrigants. La fierté et l'entêtement de Galadriel sont mis en sourdine lorsqu'elle est forcée de travailler aux côtés d'un étranger, et sa dynamique avec lui et son ami Elrond a beaucoup de potentiel. Le second épisode approfondit la vie de la plupart des personnages, ce qui le rend d'autant plus convaincant. Chaque nouvelle information ou détail, y compris la culpabilité, le sens de l'aventure et le besoin d'aider l'homme étrange, qui semble être tombé du ciel, ajoute de la dimension et de l'intensité à la série. Voir Galadriel nager ou Arondir arpenter les tunnels, qui sont 2 scènes très bien réalisées, permet déjà de mettre de la tension et du suspense, et surtout, cela permet au public de se soucier de ce qui pourrait leur arriver à l'avenir, et donc on pourrait déjà avoir de l'attachement pour les personnages. La série a également une cinématographie incroyable et tout est esthétiquement agréable à regarder. Le directeur de la photographie, Oscar Fora, donne à chaque emplacement de la Terre du Milieu une palette de couleurs distinctes, ce qui en fait une expérience visuelle époustouflante. Il y a aussi beaucoup de séquences d'action qui sont toutes bien mises en valeur. La musique est un gros plus et ajoute un élément palpitant au suspense et de la chaleur à des scènes plus calmes et plus réconfortantes. L'action elle-même est bien exécutée et Bayona tire le meilleur parti des petits espaces, dont la séquence de poursuite dans les tunnels et un combat contre une créature sournoise qui se démarque dans une maison.
La série a l'avantage de se dérouler si longtemps avant les événements de la trilogie Le Seigneur des Anneaux que ce serait incroyable d'échouer. Ses liens avec les événements des films et des livres, ainsi que l'inclusion de quelques personnages familiers de la trilogie originale, aident certainement, mais la série fantastique a en effet une vie qui s'annonce passionnante. Avec autant de potentiel, le plus grand obstacle de la série sera la longueur du premier épisode, mais l'épisode 2 nous conforte dans l'idée que ce ne sera pas comme ça dans tous les autres. Le reste des épisodes de la saison suivra en équilibrant le développement du personnage avec l'action et le suspense. Côté révélation, pour la première fois, il est indiqué que Sauron avait autrefois un maître, et à travers des annexes et le Silmarillion, Tolkien raconte l'histoire de cet ancien méchant. Morgoth a porté un coup cruel à Valinor, puis a fait des ravages sur la Terre du Milieu pendant le Premier Âge. Sauron était son lieutenant en chef à cette époque, mais le pouvoir exercé par Morgoth éclipse largement celui de son serviteur portant l'anneau. Même pendant son apogée du Second Âge, Sauron ne s'est jamais approché de la capacité destructrive de Morgoth. Et tandis que le méchant du Seigneur des Anneaux cherche à dominer toute la Terre du Milieu, il ne désavoue jamais le nom de son ancien maître. Et donc, Morgoth est le véritable ennemi du Seigneur des Anneaux. Malgré son immense importance pour l'univers de Tolkien, Morgoth n'est jamais représenté dans les films Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit de Peter Jackson, mais les Anneaux de pouvoir d'Amazon plongent enfin dans l'obscurité. La séquence d'ouverture et la leçon d'histoire de l'épisode 1 montrent la destruction de Telperion et Lorline à Valinor, l'un des crimes les plus infâmes de Morgoth. Pendant que les arbres meurent, le ciel derrière eux se transforme visiblement en une ombre massive de forme humaine avec une couronne et des épaules pointues. Il s'agit de la première représentation en direct de Morgoth dans Le Seigneur des Anneaux et correspond aux quelques détails fournis par Tolkien concernant l'apparence physique originale du Seigneur des Ténèbres. Morgoth est décrit comme extrêmement grand, vêtu d'une armure noire, cela a inspiré la conception d'ailleurs de Sauron, et portant un casque lourd. Alors où se trouve Morgoth dans Le Seigneur des Anneaux, etc. Tolkien laisse un degré d'ambiguïté sur la nature exacte du vide et du destin où se retrouve Morgoth, mais le Silmarillion suggère que l'esprit de Morgoth est simplement piégé et désincarné plutôt que définitivement vaincu pour toujours. Puisque Elendil est chargé de garder la porte et un garde implique automatiquement la possibilité d'échapper, peut-être qu'on le verra un jour, mais quand ? La question se pose. Autre chose de très intéressant, c'est la boîte de Durin. En supposant que Durin 4 n'ait pas volé la mallette de Marcellus Wallace dans Pulp Fiction, le coffre contient très probablement du mithril. Durin 4 est montré dans les images de la bande-annonce tenant une pépite de métal argenté qui, selon lui, pourrait être le début du nouvel ère. Ce minerai est largement supposé être du mithril, et le coffre de Durin 3 contient très probablement un morceau de ce métal précieux. Non seulement la lueur argentée correspond parfaitement, mais Khazad-dûm est la seule source connue du mithril en Terre du Milieu, et la véritable raison de la gloire de la Moria. Khazad-dûm est presque complètement asséché dans Le Seigneur des Anneaux, il est donc logique que les nains aient commencé à récolter du mithril pendant l'ère du Second Âge. De peur qu'ils ne le veuillent pour eux-mêmes, n'importe quel nain détesterait laisser ses satanés elfes apprendre une découverte aussi prometteuse, et cela explique les soupçons de Durin 3 sur Elrond. Voilà, je pense que je vais en finir là pour cette vidéo. Je vous ferai peut-être une autre vidéo pour parler de l'homme météorite. Toi, si tu as vu l'épisode, fais-moi savoir ce que tu en as pensé dans la zone commentaire. J'aimerais bien avoir ton avis. J'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter. Merci énormément. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, hasta la vista.